Bonjour. Voici une traduction de mes chroniques Fat Tarot. On commence par queeriser le tarot dans une perspective de libération de la grosseur. Derrière ce titre cryptique, la première partie traitera de ce qu'est le queer, en particulier au regard de l'activisme gros et queer, puis des enjeux qu'il représente pour le tarot. Il faudra attendre les traductions suivantes pour plonger dans le vif du sujet. La minceur du tarot, ce qu'est la grossophobie, sa présence dans les tarots seront les thèmes suivants. Alors, qui est queer et qui est votre cartomancienne ? Nous devons reconnaître et prendre en compte nos propres positions sociales afin de rendre queer notre pratique du tarot. Comprendre les rapports de pouvoir revient aussi à se situer par rapport à eux. Pas de compétition, laissons ça aux personnes de pouvoir, mais plutôt une compréhension, une exposition, une utilisation et finalement la perte de nos privilèges. Comme nous le développerons, ce qui apparaît comme naturel, comme un fait qui se passe d'explication, masque souvent une position de pouvoir. Par exemple, quand blanc est considéré comme la couleur de peau standard, comme la soi-disant couleur chair ou nude en maquillage ou en habillement, ou bien quand tous les personnages d'un tarot sont minces, quand toute personne est supposée cis ou hétéro par défaut jusqu'à son coming out. Il n'y a rien de naturel dans nos positions sociales. Rien de tout ça n'est anodin. Tout cela relève d'un racisme, d'une grossophobie et de LGBT-phobie systémique. Nos positions sociales demandent à être expliquées, explicitées. En tant que cartomancien, cartomancienne, nos blogs et nos chartes éthiques sont déjà un bon point de départ. En un sens, il est bien plus facile pour moi de me présenter en tant que tireuse de cartes queer, gwyn, grosse, femme, en insistant sur ces positions de domination. C'est bien plus facile que de livrer mes positions dominantes. Et ce, alors qu'elles en disent long sur ce qui m'a amené au tarot, sur ma façon de lire les cartes et sur l'éventuelle visibilité, crédibilité ou rémunération qui pourrait éventuellement en découler. Je vais donc commencer par là. Je suis Katou. J'ai réalisé un rêve en publiant la version anglaise de mes chroniques consacrées à grossir le tarot en 2018 sur invitation de Beth Maiden, responsable du site Little Red Tarot, qui avait repéré mes centres d'intérêt sur Instagram. J'ai 34 ans, je suis blanche, je suis cisgenre, je suis lesbienne, qui aime bien m'approprier le mot gwyn, et je suis femme. D'un côté, mon expérience femme est plutôt non-binaire, et si t'es perdu ici, je te conseille de parcourir mon zine sur mon blog sur ce thème. Puis d'un autre côté, je m'identifie aussi fortement à la catégorie sociale des femmes, et on me perçoit comme telle. Je suis issue du milieu agricole de Wallonie, en Belgique. De la classe moyenne découle, dans une certaine mesure, un filet de sécurité. Après le NIF, j'ai commencé à travailler dans le secteur associatif à Bruxelles, où je vis depuis 12 ans. Je me suis progressivement familiarisée avec les études de genre et le militantisme féministe et queer depuis ce contexte. Je suis atteinte de la forme hypermobile du syndrome des lèvres dans l'os, une maladie chronique héréditaire. Je ne vais pas vous faire de démonstration de mon hypermobilité. En gros, le collagène, la colle de notre corps, qui se trouve un peu partout, ne fonctionne pas comme pour une personne valide chez les sédistes, ce qui se manifeste de diverses façons, très différentes les unes des autres. Récemment diagnostiqué, le CED affecte plus ou moins lourdement mon quotidien selon les périodes. Ma santé mentale est stabilisée depuis environ 7 ans. Ça a nécessité de ne travailler qu'à temps partiel. Et donc ça continue d'avoir un impact direct sur mes revenus. Auparavant, j'ai été suicidaire pendant 15 ans. J'ai connu des épisodes psychotiques. Je suis trichotillomane, ça veut dire que je m'arrache les cheveux. Cette manie, qui a été ingérable pendant des années, est désormais sous contrôle parce que je me tonds les cheveux. Par contre, ils ne repousseront pas normalement. Et je porte des perruques et j'adore les perruques. Toutes ces expériences influencent ma pratique du tarot. Même si je bosse sur mes privilèges, je foire bien plus souvent que je le voudrais. Bien souvent, je me contente d'imaginer ce que l'expérience de quelqu'un d'autre doit être. Bien souvent, j'ai du mal à avoir l'humilité de dire « j'en sais rien ». Souvent, j'ai pas les nuances pour m'adresser pertinemment à des consultantes trans ou racisés. En tant que cartomancienne queer, prenant en compte nos positions sociales, on doit s'engager à essayer d'améliorer, de s'améliorer, d'intégrer l'échec et de rêver et de créer une autre réalité. Queeriser le
Taro. Je vais boire correctement. Ok, queeriser le tarot. Mais c'est quoi queer d'abord? Eh bien, il y a de nombreuses façons de comprendre ce mot. Cette multitude d'usages est autant sa force, sa liberté, sa capacité à surnager qu'elle est son point faible. Jamais cerné, il s'épuise. Aisément approprié par les personnes concernées, il l'est tout autant par des entreprises commerciales ou par des personnes qui cherchent simplement à paraître plus cool ou déconstruites. Jusque dans les années 80, ce mot anglais, qui signifie à la base bizarre, était avant tout une insulte qu'on adressait aux personnes non hétérosexuelles et non cisgenres. Dans un souci de renversement du stigmate, des activistes ont revendiqué ce terme, tout comme on le fait par exemple avec Green et PD quand ce sont les intéressés qui l'utilisent. Comment pourrait-il nous démolir si nous l'arborons si fièrement? Cette démarche relève aussi d'un refus total de l'assimilation dans des rôles et des normes dominantes. Elle proclame « Vous nous jugez anormaux? Eh bien, nous n'aspirons pas à votre normalité, nous occupons la marginalité. » Cette marginalité sert d'ailleurs très bien à discerner le centre, autrement dit ce qui est rarement contesté ou observé, ce qui est considéré comme immuable, alors même qu'il est une construction de tous les instants. La marge est donc un endroit privilégié pour observer et combattre la norme. Les définitions du queer, adjectif, nom, verbe, n'ont cessé d'évoluer. Inutile d'essayer d'en faire quelque chose de simple. Des académiques se sont saisis du concept. Dans le domaine des cultural studies, il sert à décrypter les représentations. En philosophie, par exemple avec la fameuse Judith Butler, il permet de remettre en question la construction du genre, du sexe et de la sexualité. Il invoque dans ce cas des concepts comme la performativité du genre, c'est-à-dire qu'il doit sa réalité à des énonciations et des répétitions constantes, et les performances de genre, qui rendraient plus explicite cette construction et par là, qui offriraient des possibilités de subversion. Bon, c'est très caricatural, j'en suis désolée pour les personnes un peu paumées. Mon propos, c'est pas de faire un cours de queer, j'en serais complètement incapable. Si vous voulez relever mes erreurs et mes approximations, eh bien, direction les commentaires et un tout grand merci d'avance. Enfin, toujours est-il que, avec des années de retard, le queer a débarqué en Europe francophone dans le courant des années 2000 par le biais de traductions de textes universitaires souvent cryptiques pour la commune des mortels. Les pamphlets de Queer Nation sont alors passés à la trappe. Les actions dites sex-positives le sont aussi souvent. Ou bien alors, ce sont les seuls qu'on retient à travers les performances et les fêtes d'un petit milieu parisien désigné péjorativement par les plus anarchistes des queers comme des queer paillettes. Ce milieu artistique queer paillettes, jugé privilégié et déconnecté d'un bon nombre de vécus queer. Il faut alors du temps pour que le queer percole, qu'il se diffuse, pour que les académiques en comprennent les acceptions de terrain et pour que ces usages variés, militants, artistiques, académiques se rencontrent, ou bien qu'ils clashent. C'est un peu étrange comme cheminement. Je ne suis pas toujours certaine d'y voir clair, je le concède sans embarras. Faut-il en conclure que la réappropriation de l'insulte se perd dans la traduction, tout comme l'histoire des luttes queer? Queer est devenu progressivement, mais sûrement, une façon branchouille de désigner la communauté LGBT+, blanche. D'ailleurs, ça sonne tellement cool que des cis-hétéros n'hésitent pas à l'utiliser pour se désigner eux-mêmes. Un terme résolument excentré ne cesse d'être happé par la normativité. Quand on ne fait pas de montage, c'est comme sur scène, on s'arrête pas, on continue. La force centrifuge broie-t-elle le queer? Ou bien au contraire, est-ce qu'elle le renouvelle? Les luttes queer étaient-elles une erreur en elles-mêmes? Queer peine à demeurer un signe de ralliement politique. Force est de constater que le glissement dépolitisé s'effectue d'autant plus facilement que l'histoire du terme est mal transmise. Faut-il cesser d'utiliser le terme queer? Si on l'utilise, comment le faire avec pertinence? Je puise mes pistes de réponse du côté des personnes queer, grosses, racisées et ou trans qui ont choisi de le revendiquer. Une perspective queer nous aide à comprendre comment les normes, et en particulier les normes corporelles, nous affectent individuellement et en tant que communauté. Ce terme nous rassemble autour d'une approche partagée,
qui n'est pas cis-hétéronormé. C'est un point de rencontre. Certes, l'hétéro-cis-patriarcat nous fait violence, mais on se retrouve, on célèbre, on s'entraide, on se lie, queer, dans des espaces un peu plus safe, où nos identités multiples peuvent hurler et chanter, où se rencontrent la rage, l'amour, le désespoir et la joie. Cette approche apparaît parfois comme insuffisamment matérialiste ou dans le déni des rapports de pouvoir. Certains de nos alliés gauchistes et ou anarchistes ont décrété que nous n'étions pas assez révolutionnaires à l'aune de leur grille d'analyse. Et elles affirment que nous sommes obnubilés par la communauté et les représentations au lieu de nous occuper de la vraie lutte. Je suppose que la vraie lutte, c'est un truc du genre. Détruire les systèmes d'oppression que sont le capitalisme, le racisme et le sexisme, là, maintenant, tout de suite. Ça me paraît super impalpable, mais ça les tient fort, fort occupés. Et très productifs, quoi. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer mon propos. Une de ces vrais révolutionnaires a un jour claqué à un collectif queer de militantisme gros dont je faisais partie, que nos groupes de parole revenaient à s'enfermer dans une insignifiante thérapie collective au lieu de lutter vraiment. C'était il y a 5 ans. Les personnes grosses n'existaient pas du tout en tant que communauté. Dans une intériorisation de la stigmatisation de la grosseur, on peinait à se retrouver en tant que groupe social. La plupart des études sur la grosseur sont des essais pathologisants dans la veine médicale ou psychanalytique. Les commentaires sur nos corpulences sont généralement des jugements moraux et des cris de panique moralistes. Grâce à des groupes de parole, nous pouvons nous réapproprier les savoirs sur nos corps et sur nos vécus. La mise en commun des discriminations subies les objective. Notre espace de rencontre agissait comme un levier. Il était essentiel pour rassembler. L'activisme queer ne se résume pas à la création de communautés. Bon, ceci dit, la mauvaise image de toute initiative communautaire, par opposition à un universalisme qui nie les différences entretenues par les systèmes de domination, cette mauvaise image en Europe francophone et en particulier en France devrait nous mettre la puce à l'oreille quant à l'utilité inhérente du rassemblement en communauté en matière de résistance et de désobéissance. L'activisme queer se ramifie en actions directes, manifestations, moins excluantes pour les personnes handies notamment que les vraies manifs de la vraie lutte, se ramifie aussi en hacking, en partage d'informations et d'entraide et bien d'autres. Et puis, de toute façon, la création d'espaces par et pour les queers n'est-elle pas révolutionnaire en soi ? Les militants et militantes queer sont convaincus que le changement peut se dérouler là, maintenant, tout de suite, au niveau local, là où une certaine gauche radicale tente de mener une révolution sans autoréflexivité. Ces personnes enclines à critiquer le queer ne s'interrogent pas sur les formes d'organisation de leur mouvement ou sur leur éventuelle institutionnalisation. C'est la garantie d'un monde post-révolution où certaines structures de pouvoir seront intactes. On les connaît toutes, malgré l'omerta de rigueur. Les leaders charismatiques de gauche profondément misogynes ou les directrices d'assauts féministes qui harcèlent leurs employés à tout va. Si l'activisme queer investit la création d'alternatives plus justes, plus équitables, dès à présent, ça se retrouve incontestablement dans son usage du tarot, des rituels magiques et des corps de sorcières. Il arrive que le sens de la réappropriation de l'insulte queer par les militantes trans, bi, lesbiennes et gays des années 80 nous semble perdu. Il arrive qu'on baisse les bras parce que le terme est largement dévoyé. Mais il doit rester le cri de ralliement des personnes qui ne sont pas cis-hétéros. À nous, Gwyn, trans, bi, PD, de revendiquer aussi ce qui fait la spécificité du queer. Le queer expose la construction et la codification des corps. Tout comme le sexe, tout comme la sexualité, tout comme le genre, il investigue comment les systèmes de domination font, défont et disciplinent les corps, et comment nous, personnes, groupes sociaux et collectifs, pouvons y résister. Queer, c'est la résistance aux normes hégémoniques et à l'assimilation. Même s'il n'est finalement pas de communauté sans normes, ne soyons pas idéalistes à ce point. Queer, ça participe à mettre à mal les systèmes qui oppressent. Être queer ne saurait distraire de la lutte contre le capitalisme, la suprématie blanche, la minceur obligatoire, le validisme, l'agisme, le colonialisme, etc. Être queer, c'est combattre tout en ménageant du répit pour la survie et des alternatives qui n'attendent pas un hypothétique avenir meilleur.
Ce queer qui déborde allègrement les genres et les sexualités demande: comment pouvons-nous encore accepter de considérer la grosseur exclusivement sous l'angle de la santé et de la maladie, alors que les discours médicaux pathologisants ont soutenu l'homophobie et la transphobie parfois légalement? Comment pouvons-nous considérer le handicap comme quelque chose qu'il faut réparer? Comment les politiques de désirabilité et de consommation qui affectent nos vies queer se mêlent-elles aux autres injonctions liées au corps? Le tarot fonctionne avec des symboles et des représentations. On ne peut pas faire abstraction de ces questions non plus. Le tarot en général a à y gagner, pas uniquement le tarot queer ou le tarot par et pour des queers. Mais ça, c'est pour la vidéo suivante. À bientôt, merci de m'avoir écouté.